Juin, les pleurs. 1er juin. Je regarde les démonstrations aériennes des oies et des canards, assis à la table de la plage, comme l'un de ces juges de patinage artistique prêts à lever leurs pancartes. Géographie amoureuse. Je préfère les plages de galets, où grelottent des gens en pull de laine, aux friteuses de sable couvertes de corps huileux. Les grèves du Baïkal se classent dans la première catégorie. Les bouchons de glace pilée qui obstruaient la baie depuis quelques jours sont chassés par la tempête. Toute la nuit, le souffle a malmené la cabane innocente. 2 juin. Chez les moines zen, la grasse matinée portait le nom d'oubli dans le sommeil. L'oubli me mène jusqu'à midi. J'assemble mon kayak de toile bleue. Mon manque de sens technique me ralentit. La notice stipule que c'est l'affaire de 2 heures. J'en mets 5. Et c'est grande victoire lorsque, au soir venu, je glisse sur l'eau. En quelques coups de pagaie, je reconquiers ce dont la débâcle me privait, la possibilité d'embrasser la montagne du regard. Elle a verdi, les mélèzes se sont rhabillés. Dans l'eau jusqu'au poitrail, Aïka et Beck, désemparés, ne savent pas comment me suivre et geignent aigus. Puis Aïka comprend que je finirai par rejoindre la terre et qu'il suffit de longer la grève dans le sens où je rame. Jamais à plus de 100 mètres des rives. C'est l'injonction de Volodia Dielochine l'autre semaine. Les eaux du lac sont si froides que les chutes y sont mortelles. Personne ne peut tenir dans une eau à 3 degrés. Et l'on vit des pêcheurs sombrer à portée de voix. Jules Verne relaie pourtant dans Michel Strogoff la légende du Baïkal. Jamais un Russe ne s'y est noyé. Il y a l'eau et il y a les vents. Ils sont traîtres. Le Sarma, né des montagnes, se réveille en quelques minutes et lève des vagues de 3 mètres. Les barques sont emportées au large et retournées. Le lac se paie en homme de ce qu'on lui prend en poisson. La mort est une remise de dette. Volodia a perdu son fils dans un naufrage il y a 5 ans. Je l'ai appris récemment et j'ai compris pourquoi il restait des heures à mariner son regard dans la clarté des vitres. Parfois, on fixe le paysage en pensant aux gens qui s'y plaisaient. Le souvenir des morts s'infuse dans l'atmosphère. Les chiens bavent leur joie quand je regagne la rive. Des escadrilles zèbrent le ciel. Le reflet offre à l'homme de contempler 2 fois la splendeur. 3 juin. Rainer Maria Rilke, dans la lettre du 17 février 1903, adressée au jeune poète Franz Xaver Capus, « Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. » Et John Burroughs, dans L'art de voir les choses, « Le ton sur lequel nous parlons au monde est celui qui l'emploie avec nous. Qui donne le meilleur, reçoit le meilleur. » Nous sommes seuls responsables de la morosité de nos existences. Le monde est gris de nos fadeurs. La vie paraît pâle? Changer de vie? Gagner les cabanes? Au fond des bois, si le monde reste morne et l'entourage insupportable, c'est un verdict. Vous ne vous supportez pas. Prendre alors ses dispositions. Je passe 1 heure assis à un tronc de mélèze mort, dans la clairière. Le bois est encore sain et les anneaux du temps parfaitement visibles. Le soleil teinte la chair de l'arbre, la rend appétissante. Il y a des spectacles que l'œil humain n'a pas le droit de saisir. L'homme expose à la lumière des parcelles qui n'étaient point préparées à la recevoir. Il brise un tabou, modifie l'écriture. Mishima dans le pavillon d'or à propos d'un bois coupé. Le vent et le soleil dont le ruissellement ne lui était pas destiné. Couper des arbres, cueillir des fleurs. Paierons-nous un jour ces minuscules libertés que nous prenons avec l'ordre des choses, ces infimes transformations de la partition initiale? À l'un de ses disciples qui proposait de creuser des canaux d'irrigation dans le potager, Confucius, l'arrosoir à la main, répondit « Qui sait où cela nous mènerait ?» L'avantage dans une cabane, c'est qu'à part l'abattage d'un tronc de temps à autre, on ne modifie pas grand-chose à l'ordonnancement général. Je glisse sur la soie. Le bruit des rames dans le silence.
Les chiens n'ont pas gémi quand je suis parti vers le large, et à présent, ils trottent vers le sud. La tache blanche de bec tranche sur les azalées du talus. Volodia avait raison. Après un quart d'heure de prudence, déjà, je tire des azimuts entre les caps et me retrouve à plus de 2 kilomètres de la rive, assis dans une embarcation de toile soutenue par une structure de bois que j'ai montée en prenant quelques libertés avec les instructions. Je rejoins le bouchon de glace qui flotte loin de la côte. Les glaçons tintinabulent au soleil. Je reste immobile sur l'huile froide. À 2 mètres de mon étrave, un phoque sort la tête et me fixe. Il n'a pas de main, pas de pied, mais quelque chose du vieillard dans les yeux. Un regard aussi profond que son domaine. Je lui parle, il écoute, me considère avec une attention de myope et plonge. 4 juin. Chaque matin au réveil, le salut aux canards. Ils sont de plus en plus nombreux à s'abattre sur le lac après avoir remonté pendant des jours le long du 105e méridien. Dans le dictionnaire des symboles, on apprend que les canards, chez les Japonais, sont le symbole de l'amour et de la fidélité. Les cèdres dont je suis flanqué, eux, représentent la virginité et la pureté dans l'ésotérisme européen. Ce séjour est placé sous les auspices de la vertu. Ma présence ici, je la dois à ce jour de juillet, il y a 7 ou 8 ans où je découvris les rives du Baïkal. L'impression inocula en moi la certitude que je reverrais ces lieux. À la manière de ces ésotéristes guénoniens obsédés par l'identification de l'âge d'or, nous sommes quelques âmes nomades qui cherchons par tous les moyens à revivre les moments intenses de nos existences. Pour certains, ils se situent dans l'enfance, pour d'autres, ils correspondent au premier baiser sous le pont de la départementale, pour d'autres encore à une sensation d'épanouissement inexplicable un soir d'été dans le crissement des cigales, pour d'autres enfin à une nuit d'hiver où auraient afflué de hautes et bonnes pensées. Pour moi, c'était là, au bord du talus sablonneux, ouvert sur le lac. Mishima dans le pavillon d'or. Ce qui donne un sens à notre comportement à l'égard de la vie est la fidélité à un certain instant et notre effort pour éterniser cet instant. Tout ce que nous entreprenons découlerait d'une inspiration éphémère, intangible. Une fraction de seconde fondrait l'existence. Les bouddhistes nomment satori ces instants où la conscience entrevoit quelque chose. À peine né, le surgissement s'évanouit. À l'aveugle, on cherche à le ramener. On voudrait ressusciter la sensation disparue. Les jours s'écoulent lentement dans ce tâtonnement. L'existence devient errance. On avance, filet à papillon à la main, aspirant à ce qui s'est enfui. Cette tentative 1000 fois recommencée et 1000 fois contrariée de revivre le satori alimente nos efforts jusqu'à ce que la mort nous délivre de l'obsession de revivifier les évanouissements. Hélas, on ne se baigne pas 2 fois dans les mêmes lacs. Les satori ne se répètent point, la hiérophanie est à usage unique, les madeleines ne se réchauffent pas et les rives du Baïkal me sont à présent trop familières pour me tirer la moindre larme. 5 juin. Je rame vers le nord. En cette fin d'après-midi, 2 cannes à pêche accrochées au plat-bord. Les baies étalent des plages de galets roses. La transparence de l'eau laisse entrevoir les rochers où le soleil plaque des clartés de lagons. Passe un radeau de glace où 8 mouettes prennent le soleil. Du large, je découvre la montagne transformée. La ligne vert tendre des mélèzes soutient la bande vert de bronze des cèdres coiffée par la frise vert wagon des pins. Des névés survivants les ponctuent de virgules. Les montagnes jouent à front renversé. Les reflets sont plus beaux que la réalité. L'eau féconde l'image de sa profondeur, de son mystère. La vibration à la surface situe la vision aux lisières du rêve. Devant la proue, les canards décollent à grand-peine. À la pagaie, on peut s'approcher des bêtes sans les effrayer. J'échoue sur le sable de la plage, bordé par un torrent dont les bouillons se mêlent au lac. Un orage me chasse sous un cèdre. Les chiens me rejoignent. Le lac est une flanelle anthracite piquetée par un déluge d'aiguilles. En 5 minutes, le ciel s'ouvre. Sous l'arc-en-ciel, en grenouillère, je pêche dans le courant. Des canards me frôlent, des faisceaux de soleil décorent la forêt de taches blondes.
Il y a dans cette distribution des rôles tenus par la montagne, la rive, l'eau et les bêtes, une tenue parfaite. Comme s'ils étaient appointés, les poissons mordent subitement. En 20 minutes, je prends 6 ombles. Alors que la lumière s'épuise de faire des trous dans les nuages, je me couche sur la plage devant un feu de bois, les chiens contre le flanc, le kayak remonté de moitié sur la rive, et, écoutant la musique de la houle, je regarde griller mes poissons, embrochés sur des pics de bois vert, en pensant que la vie ne devrait être que cela, l'hommage rendu par l'adulte à ses rêves d'enfant. Je lutte contre la tentation de prendre une photo. Le soleil, comme d'habitude, choisit la bourriacie pour se coucher. 6 juin. Cette nuit, souffrant d'insomnie, je suis sorti sur la plage, fusée à la main. La lune décroît. Elle reviendra, de cela nous sommes sûrs. Mieux vaut parier sur les satellites que sur les messies. Au matin, l'air est aussi joyeux qu'un tableau de Dufy. Le bruit des vagues a envahi ma vie. La houle chante la joie d'être libre. Sur le haut du talus, les troncs des pins et des cèdres encadrent les aplats turquoises du lac. Longue promenade dans l'azur des côtes. Le kayak, une navette de métier à tisser qui court sur la lisse des soieries baïkaliennes. Après avoir pagayé pour régler le gouvernail défectueux, j'installe mon hamac dans la clairière. En levant la tête, j'aperçois la plaine d'eau, dont les lumières du ciel se servent comme d'un miroir pour essayer leur teinte. J'éprouvais une émotion bizarre en voyant avec quelle exacte minutie les choses de la terre donnaient asile aux couleurs du ciel. Mishima, le pavillon d'or. Je lis quelques lettres de Cicéron. L'ermite, n'ayant pas accès aux nouvelles du jour, se doit de rester informé des faits de la Rome antique. Dans les 1001 nuits, au milieu des palmes et des splendeurs, cette phrase qui sonne désagréablement. Cette générosité que tu me joues là doit bien avoir une raison. Je préfère cet hommage à la gratuité dans Gilles, une phrase pour blason d'ermite. Moins elle avait de but, et plus sa vie prenait de sens. 7 juin. J'écris à la table de bois, les chiens dorment sur le sable chaud, tout est silencieux, tendu et lumineux. Sur le bord de la plage, des anémones éclosent. Des guêpes et des abeilles s'y enivrent. Pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, n'a-t-il pas prévu que l'homme croirait tout benoîtement en lui, sans manière ni question? Avoir inventé cette chose, si parfaitement inexplicable qu'est la fécondation des fleurs par les hyménoptères, et avoir oublié de donner des signes tangibles de son existence. Quelle négligence. 8 juin. Un aboiement. Par réflexe, je me rue. Un bruit de moteur grossit dans le lointain. Il est 5 heures du matin, une barque arrive du sud. À la jumelle, je reconnais l'un des petits bateaux d'aluminium de Sergueï. 15 minutes plus tard, il aborde, accompagné de Youra aux yeux tristes. Le thé chauffe, et sur la table, j'ai disposé les blinis de la veille. Quand ils entrent, je suis assis, et tout est en ordre. Sergueï ne s'en remet pas et parle de la discipline des gens qui lisent. Voilà qui relève le crédit de la France à peu de coups. La cabane rutile comme un poste de guet prussien. Il ne sait pas que sans les chiens, je serais encore en train de ronfler. J'ai dû être tavernier dans une vie antérieure. Je sers mes hôtes avec un empressement matiné d'agacement. Une visite impromptue est un bouleversement en même temps qu'une joie. Les 2 hommes sont partis de Pokojniki hier soir, on louvoyait entre les îles de glace pilées et se dirigent vers Yelochin. Cette année, ils sont les premiers à naviguer après la débâcle. Sergueï me déroule la chronique des coups bas et des rancœurs entre les inspecteurs des postes de garde. La théorie critique du dessèchement moderne, formulée par Emerson et Ellul, prolongée par Julien Coupat et les nostalgiques du lien communautaire, ne tient pas. Ce n'est pas l'entassement dans le parc urbain qui rend méchant, ni le stress provoqué par la pression marchande qui transforme l'homme en rat hargneux, ni la rivalité mimétique de la promiscuité qui commande aux frères de se haïr, comme dit Coupat dans Tikkun. Au Baïkal, séparés par des dizaines de kilomètres de côte, vivant dans la splendeur des bois, les hommes se déchirent comme les voisins de palier d'une vulgaire mégapole. Changer le cadre, la nature des frères restera la même.
l'harmonie des lieux n'y fera rien. L'homme ne se refait pas. Sergueï me fait le plus beau compliment de mon existence. Ta présence ici dissuade les braconniers. Tu auras sauvé 4 ou 5 ours. Nous lubrifions ses amabilités avec une bouteille de vodka. Yura, sauvage, ne dit rien, ne boit pas, et se tient en retrait, avalant de temps à autre un oignon ou un poisson fumé. Ils repartent vers Yelochin où ils ont affaire et me donnent rendez-vous pour le soir, à Zavarotne où ils passeront la nuit. Nous avons vidé la bouteille, mais 25 km de kayak constituent un exercice qui dissout toute migraine. J'avironne lentement, musardant dans les baies. J'avance à pas de loutre, et l'étrave du bateau fend les heures silencieuses. Bec et Aïka sont un petit point noir et un petit point blanc au pied des coulées. Un busard me scrute au sommet d'un frêne. Les harles ricanent. Je coupe les caps à 2 km des rives. Après 6 heures de nage, Zavarotne. Sergueï, Yura et quelques pêcheurs sont devant un feu près de la grande cabane de leur ami VM. Le lac s'endort, les bêtes se calment. Jusqu'à 3 heures du matin, nous alimentons le feu, avalons des poissons fumés et vidons des bouteilles. J'aurais aimé m'écrouler dans la chaleur d'une cabane. La Russie m'a appris à ne jamais escompter la moindre réparation après l'effort. Toujours se préparer à se détruire à coups de vodka après s'être esquinté à force de kilomètres. L'un des pêcheurs, Igor, ne tient pas la vodka. Il rend en sanglots ce qu'elle fournit en éthanol et s'effondre dans mes bras en évoquant l'enfant qui ne vient pas. Je me souviendrai toute ma vie de ces grosses larmes dans la nuit où traîne encore le cri des mouettes. Avec sa femme, ils ont recouru aux offices d'un chaman spécialiste de la fécondité et aimeraient à présent séjourner dans les temples tibétains où le pouvoir des bodhisattvas pourrait fertiliser leurs entrailles. Je n'ose le consoler en lui disant que la termitière humaine est pleine à craquer, que Claude Lévi-Strauss désignait comme des vers à farine les milliards d'humains entassés sur une sphère trop étroite et constatait que nous étions en train de nous intoxiquer. Que le vieux maître, inquiet de voir la pression démographique mettre la Terre sous tension, s'interdisait toute prédiction sur l'avenir, lui qui était né dans un monde 6 fois moins peuplé, que Monterland place ses paroles dans la bouche du souverain de la reine morte lorsqu'il découvre la grossesse de sa belle-fille. Cela ne finira donc jamais? Que lancer un nourrisson dans la fosse au lion n'est peut-être pas la plus sage des choses à faire, et que le désir de paternité se combat aisément par l'entretien d'un petit fond de pessimisme. 9 juin. J'avais apporté l'avis de Rancé dans le kayak, décidé à passer une agréable journée à Zavarotne en compagnie du maître de l'érémitisme spirituel, mais à midi, par remords de laisser le soleil faire sa course seul, je me retrouve en pleine lumière à promener ma gueule de bois sur les schistes de l'ancienne mine de Zavarotne. Jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, des hommes libres éventraient la montagne à la recherche de micro-quartzites. Ils ont laissé sur les versants une route en lacet, une serpentine, comme on dit en russe, selon l'acception française du XVIIIe siècle, jonchée de cadavres de moteurs et de chenilles d'excavatrices. Mes vêtements sont en loques, j'ai le poil en bataille, la laine éthylique et l'œil jaune. Même les chiens en piteuse allure, défaits par la course de la veille. À intervalles réguliers, nous nous effondrons tous les 3 sur la piste pour laisser les photons du soleil nous recharger. À 1000 mètres d'altitude, nous atteignons la rupture de pente créée par la lèvre de l'ombilic d'un ancien glacier. Il règne dans ce cirque défoncé par la dent des machines l'atmosphère viciée de toute mine à l'abandon. Je m'élève jusqu'à 2000 mètres en crachant les scories de ma nuit. Là-haut, la vue sur l'envers du lac invite à l'aventure. Vivre, c'est continuer. Et il y a une défaite dans le retour sur ses pas. Nous redescendons, titubants, par les couloirs de neige molle. Nos organismes n'avaient pas besoin de gravir 1500 mètres de dénivelé aujourd'hui. Il eût fallu lire Chateaubriand en buvant du thé noir devant le balai des éders, barattant la bonne crème noire du lac. À 10 heures du soir, V.E., entouré de ses 10 chiens, me sert la soupe dans sa maison qui tient davantage du chenil que de l'isba. Le sol est collé de graisse et sur le fourneau mijotent d'énormes cuves remplies d'abats de phoques et de quartiers d'élan. La pâtée des chiens. On croirait la tanore d'un alchimiste de Courlande au temps lotharingien.
Alors la mine, dit V.E. Très beau là-haut, dis-je. Les chiens? Ils ont suivi, les salauds. Avant, ce village vivait. On avait un petit restaurant. Aujourd'hui, une ruine. Tovarish, tu es nostalgique de l'Union soviétique? Non. Les nostalgiques ne regrettent que leur jeunesse.